Et Madame, Monsieur, bonsoir. 56 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Presque 2 mois que le Maroc est confiné, tout comme d'ailleurs la moitié de la population mondiale. Une période, cela dit, qui n'a pas manqué d'action, celle du corps médical, des forces de l'ordre et de toutes les forces vives qui assurent un fonctionnement quasi normal des services, notamment de première nécessité. Il y a aussi de l'action ciblée et de l'action citoyenne, ou comment mettre l'innovation au service des besoins urgents suite à cette crise inédite. Beaucoup d'initiatives ont réussi ce pari et nous sommes en train d'expérimenter une véritable accélération du shift technologique, tant des outils mis en place que des mentalités. Exemple ce soir de la coopérative de Point Zéro Made in Morocco, un laboratoire d'expertise et de soutien aux coopératives marocaines lancé ce matin même par l'Université Mohamed VI Polytechnique et la Fondation OCP. Nous allons ainsi parler de e-learning également en compagnie du secrétaire général de cette université, Hicham Labti, et avec qui nous discuterons aussi de la question de la recherche et développement au moment où un Marocain vient d'être nommé par le président américain pour piloter une commission d'experts chargée de trouver un vaccin contre ce Covid-19. Et puis, intelligence économique en seconde partie de l'émission en compagnie de l'économiste au Policy Center for the New South, Hamza Saoudi, où il sera question de pays en développement, de récession et d'endettement. Restez avec nous. Apprentissage en ligne sur PC, tablette ou smartphone, cours par visioconférence ou à travers les chaînes télévisées du service public, tout est mis en œuvre par le gouvernement marocain et les établissements scolaires pour garantir une continuité de l'apprentissage. On voit cela plus en détail dans ce sujet de Hicham Razouani. L'usage du blended learning ou apprentissage hybride et du face-à-face pédagogique par visioconférence a le vent en poupe au Maroc. Dans le contexte actuel, tous les niveaux de l'enseignement ont entrepris des mesures innovantes pour garantir la continuité du cursus pédagogique des apprenants. Les élèves bénéficient dans ce sens de cours en ligne, d'un partage d'écran avec les professeurs en temps réel avec un suivi individuel, ainsi que du maintien des évaluations avec quiz, travaux pratiques et soutenance de projets en ligne. Le plan de continuité pédagogique marocain se compose de plusieurs outils numériques, de forums, de tutoriels et d'une assistance aux équipes enseignantes et aux étudiants pour mettre en œuvre un enseignement à distance dont la valeur et l'efficacité sont identiques à celles d'un enseignement présentiel. Le plan initial est respecté et tous les cours se déroulent depuis le 16 mars dernier sans la moindre interruption. L'univers professionnel n'est pas en reste. De nombreuses entreprises ont opté pour le télétravail, mais également pour la formation en ligne des employés, ce qui entraîne une forte hausse des activités chez les professionnels du e-learning qui font, eux, face à une demande croissante en ces temps de crise. Il est clair que l'éducation et la santé sont au top des priorités de l'État marocain et d'ailleurs, aujourd'hui, 2 sur 3 des projets de décret examinés par le Conseil du gouvernement sont en relation avec des études supérieures et universitaires. Depuis Marrakech, nous établissons le contact avec le secrétaire général de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bonsoir, Hicham Labti. Oui, bonsoir. Alors, tout d'abord, comment l'Université Mohamed VI Polytechnique a-t-elle contribué à l'éducation nationale à distance ? Comme vous le savez, la pandémie du Covid subit au niveau de toute l'Afrique. Au Maroc, nous avons suivi les instructions du gouvernement en fermant en fait l'université le 16 mars. Depuis, nous avons en fait basculé vers un enseignement à distance. Donc, nous avons mis en place tous les outils dont on dispose en faveur et à l'accompagnement en fait du ministère de l'Enseignement supérieur de l'Éducation nationale. Donc, un exemple est la plateforme Prépa Digital. C'est un produit 100% marocain que l'Université Mohamed VI Polytechnique a développé en collaboration avec les enseignants du lycée d'excellence de Bengueriet et les enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Cette plateforme
contient aujourd'hui plus de 600 cours destinés aux étudiants des classes préparatoires au Maroc. Et à date d'aujourd'hui, plus de 7000 étudiants marocains sont connectés à travers cette plateforme. Un autre exemple est la mise en ligne d'une plateforme que nous avons développée avec notre partenaire, l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL. C'est une plateforme qui contient plus de 40 cours qui ont été développés par le PFL et qui sont mis à la disposition de l'ensemble des écoles d'ingénieurs au Maroc et des universités publiques marocaines. Nous avons pris cette décision en fait, d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale à travers aussi la mise à disposition de nos studios d'enregistrement à Ben Guerir, plus des studios dans des villes comme Marrakech ou Casablanca. Très bien. Alors, donc depuis leur lancement, est-ce qu'on peut parler d'une évaluation déjà de ces cours qui ont été mis à disposition, gracieusement, rappelons-le, pour les étudiants? Pouvez-vous évaluer l'effet finalement de ces cours? Exactement. En fait, la meilleure évaluation est l'évaluation des étudiants eux-mêmes. Donc, dans la plateforme Prépa Digital, nous avons un forum où les étudiants nous envoient leurs commentaires, nous envoient leurs feedbacks en temps réel. Et pour le moment, la plupart, pour ne pas dire l'ensemble en fait, des commentaires sont très, très positifs. En fait, la mise à disposition de ces cours-là a permis une continuité pédagogique dans un format qui est très interactif parce qu'il s'agit d'une innovation, il faut le rappeler, c'est un produit 100% marocain, c'est une innovation vraiment marocaine. Donc, à travers la digitalisation de tout le parcours des classes préparatoires, les gens qui sont passés par ce parcours-là, ils savent combien il est difficile de suivre des cours en maths et en physique et en chimie. Mais en fait, tout ça, on l'a digitalisé sous forme de capsules de 5 à 7 minutes qui permettent en fait d'aller à l'essentiel. Et après, les étudiants en fait suivent ces cours-là et nous envoient leur feedback. Et pour le moment, la continuité pédagogique est assurée et le feedback est très très positif. Et cela concerne bien sûr tous les étudiants qui sont en classe préparatoire et qui souhaitent justement suivre leur cursus qui est généralisé. Exactement. Et ça, en fait, nous l'avons fait en partenariat et en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons récupéré la liste de tous les étudiants marocains qui suivent des cours au niveau des classes préparatoires au Maroc. Nous leur avons créé des comptes sur la plateforme. Et comme vous l'avez dit, la plateforme est mise à la disposition de ces étudiants gracieusement. Très bien. Quid de l'année en cours, justement, pour l'université? Comment cela se passera-t-il pour vous? Nous avons, suivant les instructions et les décisions du ministère de l'Enseignement supérieur, donc nous avons assuré la continuité pédagogique en passant sur des plateformes digitales. En fait, dans le reportage, vous avez parlé du blended learning. Donc là, en fait, nous avons toutes les techniques que nous avons déployées. Pour le moment, là, ça se passe bien. Donc, on va suivre l'année jusqu'à fin juin. Donc il y a un suivi, en fait. C'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle pédagogie, ça qui est assez intéressant. Donc c'est une forme d'innovation en termes de continuité pédagogique. Donc ça nous a aussi donc poussé, administration et profs et staff académique, à innover en donnant accès aux cours aux étudiants à travers plusieurs plateformes que nous avons mis à leur disposition. Et nous faisons aussi des tests. Nous avons aussi innové au niveau des tests, des examens, pour nous assurer de la continuité pédagogique. Alors, est-ce qu'on pourra envisager finalement de prendre les examens en ligne ou à distance? En fait, nous, en fait, ce que nous faisons, juste pour assurer qu'en quoi il y a une acquisition des connaissances, parce que c'est ça le plus important. Donc, pour ce faire, nous testons plusieurs méthodes. Donc, c'est ça, en fait, ce qui nous a poussé aussi à innover et à pousser le staff académique à trouver des solutions. L'objectif étant, et je le rappelle encore une fois, de nous assurer qu'en quoi il y a une acquisition des connaissances par les étudiants.
Alors, je voudrais à présent parler d'une autre innovation. Elle concerne ce laboratoire d'expertise et de soutien pour les coopératives marocaines qui a été lancé aujourd'hui même par l'université en coopération avec la fondation OCP. Alors, quelles sont les formations que vous mettez en place pour justement accompagner ces coopératives? Qui sont ces coopératives? Est-ce que finalement il y a une demande pour ce genre de formation? En fait, la fondation, ça, comme vous l'avez rappelé, la mise en place du Coop Lab, nous avons en fait lancé aujourd'hui même un Coop Lab en partenariat avec la fondation OCP qui est destiné aux coopératives au niveau national dans un premier temps et au niveau africain par la suite. L'objectif étant de permettre à ces coopératives de pouvoir vendre leur production. Comme vous le savez, avec la situation du Covid, plusieurs événements qui étaient prévus ont été annulés et les coopératives n'ont pas pu vendre leur production. Donc la Fondation OCP accompagne depuis plusieurs années ces coopératives et ce que nous avons mis en place, c'est une plateforme, un marketplace, qui va permettre à ces coopératives de pouvoir vendre leurs produits. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ce que nous souhaitons, c'est d'accompagner les coopératives pour améliorer le marketing des produits, pour améliorer le positionnement des produits, pour améliorer aussi la façon de les marketer. Et donc, les formations mises en place par l'université visent à renforcer les capacités de ces coopératives en termes de marketing, en termes de production. On les accompagne aussi pour améliorer la productivité. Je vous donne un exemple d'une coopérative qu'on accompagne pour la production des bavettes basées à Ben Guerir, où à travers l'accompagnement des ingénieurs UM6P, nous avons permis à cette coopérative de tripler la production journalière. Donc, on les avons accompagnés aussi dans la certification des bavettes par Imanor. Donc, c'est ça l'ensemble de ce que nous mettons à la disposition de ces coopératives à travers cette initiative qui s'appelle le Coop Lab. Qu'en est-il vous aviez parlé aussi d'objectifs à moyen terme, celui de justement exporter ce savoir-faire vers les pays frères africains. Est-ce que justement cela se limite à cet exemple de coopérative ou de coopérative 2.0, j'ai envie de dire, mais aussi sur les techniques de e-learning? Exactement. En fait, la première initiative qui a commencé, c'était sur le volet de l'éducation. Donc, tout à l'heure, j'ai développé ce que nous avons mis en place ici au Maroc, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, j'ai parlé de la plateforme de MOOC que nous avons mis en place avec notre partenaire EPFL. Cette plateforme, nous l'avons déployée en Afrique subsaharienne et pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, 2 webinaires ont été organisés avec l'ensemble des partenaires au niveau de l'Afrique subsaharienne. Je parle ici de plus de 130 universités qui ont bénéficié de ce webinaire. Il s'agit d'une formation sur les MOOC. Donc là, chaque université a dépêché 1 ou 2 professeurs pour bénéficier de cet enseignement. Donc ça, c'est le premier volet de l'action de l'Université Mohammed VI Polytechnique au niveau de l'Afrique subsaharienne. Sur le volet santé, comme vous le savez, il y a beaucoup de l'UM6P, les chercheurs de l'UM6P ont participé à plusieurs projets de recherche appliquée. Et avec un impact très immédiat. Donc nous sommes en train de partager tout ce que nous avons fait au niveau de l'université avec nos partenaires au niveau de l'Afrique subsaharienne. Après, au-delà du volet éducation et au volet santé, nous avons aussi donc le volet, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, donc à travers le Coop Lab et travers ce que nous avons mis en place au Maroc, ça sera effectivement partagé avec des partenaires au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et notamment sur cette question de recherche et développement qui, aujourd'hui, plus que jamais, est aussi importante que les autres. Merci beaucoup, Hicham Habté, secrétaire général de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Donc, nous passons sans plus attendre à la deuxième partie de cette émission Question Écho.
Et il sera question tout de suite des répercussions du coronavirus sur les économies en développement, notamment en Afrique. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne connaîtra cette année sa première récession depuis 25 ans. Hicham Rzouani nous en dit plus. À l'instar du reste du monde, les pays en développement, notamment en Afrique, subissent de plein fouet l'impact du coronavirus. En témoignent les prévisions de la Banque mondiale qui estime que l'Afrique subsaharienne fera face cette année à sa première récession économique depuis 25 ans. Le taux de croissance devrait ainsi plonger à moins 5,1% contre 2,4% en 2019. Les pertes de production provoquées par le Covid-19 se chiffrent entre 37 et 79 milliards de dollars en raison de la désorganisation des échanges et des chaînes de valeur qui pénalisent les exportateurs. Certains secteurs clés sont déjà à l'arrêt. Le tourisme, le transport aérien et les hydrocarbures sont parmi les plus touchés. La situation risque de s'aggraver en fonction de la durée de la pandémie sur le continent. Une hausse généralisée de la pauvreté menace des centaines de millions de personnes. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les impacts négatifs du Covid-19 affecteront aussi les avancées enregistrées dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Le déficit en financement est déjà chiffré à au moins 100 milliards de dollars. Et depuis Rabat, nous joignons par Skype Hamza Saoudi, économiste au Policy Center for the New South. Bonsoir Hamza Saoudi. Bonsoir. Alors tout d'abord, parce qu'on a parlé de pays en développement, quelle définition donneriez-vous à un pays en développement en 2020 ? Donc en fait, pour un pays en voie de développement, donc il faut voir son niveau de vie qui n'a pas atteint un revenu très élevé, comme celui, selon la classification déjà de la Banque mondiale. Il y a des pays en développement à revenus élevés, à revenus intermédiaires, et il y en a d'autres à revenus un peu intermédiaires de la tranche inférieure, et puis il y a une classification des pays pauvres. Donc il y a plusieurs classifications. Très bien. Alors, on a dans le papier de mon confrère tout à l'heure, nous avons entendu beaucoup de chiffres. Une récession, la première depuis 25 ans, et aussi beaucoup de pays, si ce n'est la majorité des pays, qui sera touchée directement. Alors, est-ce qu'on peut parler des mêmes répercussions de cette récession pour les pays exportateurs de matières premières et pour les autres, justement, qui n'exportent pas de matières premières ? En fait, donc l'impact de cette crise, il est un peu à géométrie variable. Les pays exportateurs des matières premières et notamment les pays exportateurs du pétrole, ils vont être très négativement impactés par cette crise du coronavirus. Nous avons vu comment l'effondrement du prix du pétrole va impacter des pays comme par exemple le Nigeria, l'Angola, le Gabon, le Tchad. Ce sont des pays exportateurs de pétrole. Il y en a certains pays qui ont basé leurs prévisions, leur loi de finances, sur la base d'un prix de pétrole qui dépasse $50 le prix du baril, avec un prix maintenant qui est aux alentours de 25. Donc l'impact, il sera très, très dévastateur sur ces pays. Alors, la question de l'endettement. Aujourd'hui, le niveau d'endettement de ces pays, bien avant le Covid, était assez important. Qu'en est-il pour l'après-Covid et pour justement relancer ces économies? Tout le monde va justement se baser sur un endettement lourd pour pouvoir relancer la machine économique. Que pensez-vous sur cette question particulière et critique de l'endettement de ces pays africains notamment? En fait, par rapport à la question de l'endettement, c'est une question très très importante et aussi très très difficile dans le contexte actuel d'incertitude sans précédent. Donc la question pour moi de la dette va se poser dans deux phases. Donc la première phase, c'est pour gérer les aspects de court terme de cette crise et pour apporter une réponse sanitaire. On a beaucoup de pays qui ont des déficits en infrastructure et en équipement de soins de santé, surtout les pays en voie de développement. Et donc, ils auront besoin des investissements massifs à la fois pour investir dans les infrastructures et dans ces équipements en soins de santé. Et bien sûr, ça, et aussi l'aspect de court terme, il inclut aussi la préparation de la relance de l'activité économique. Parce qu'à un certain moment, les économies, même africaines en développement, ils vont passer à une politique de déconfinement et ils auront besoin de préparer déjà cette période avant de lancer le déconfinement. Maintenant, donc la deuxième phase, c'est une phase un peu à moyen et à long terme.
c'est pour gérer les aspects de cette crise, parce que cette crise, les répercussions de cette crise vont se sentir sur le long terme. L'impact économique et social va durer dans le temps. Et donc, là aussi, la question de comment on va financer ces besoins sont très, très essentiels. Et donc, pour moi, pour les aspects de court terme, oui, on peut les financer à travers une dette, quel que soit le coût. C'est important de préserver les vies humaines. Mais par contre, pour l'aspect de long terme, on ne peut pas le financer seulement à travers l'endettement. Il faut penser à toute, et là, la question de la stratégie de la croissance des pays. Bien sûr, ça dépendra de la structure de chaque économie, mais c'est une question qui est très, très importante. Revoir un peu l'efficacité des dépenses publiques, la question de la gouvernance et comment cibler les secteurs clés, comment investir dans des secteurs clés qui vont créer à la fois une croissance économique et avoir des retombées sur le plan social important. Qu'en est-il de l'interdépendance des pays? Aujourd'hui, cette question est remise en... Il y a un doute juste sur la pérennité de cette interdépendabilité entre les pays, et notamment les pays développés et les pays en voie de développement. Donc en fait, ce que nous avons, c'est qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande dépendance et cette crise va se transmettre des pays développés vers les pays en voie de développement, par exemple par le biais du commerce. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avec la baisse de l'activité économique mondiale, il y aura bien sûr une baisse du commerce mondial et une baisse de la demande des pays développés adressés à des pays en voie de développement. Et du coup, ça va impacter ces pays en voie de développement. Maintenant, donc, il y a plusieurs qui peuvent penser peut-être à des politiques de relocalisation d'investissement et qui peut un peu retarder un peu cette mondialisation et cette interdépendance entre les pays. Peut-être on va voir une relocalisation, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et enfin, est-ce que les pays en développement peuvent toujours compter sur l'aide, sur le soutien ou sur l'appui international comme avant? Donc je pense, oui, l'appui il est important parce que ça va aider ces pays, mais il ne faut pas compter sur l'appui international. Et déjà, donc ce qu'il faut savoir et mettre en tête, c'est que déjà, si on prend juste les transferts des résidents à l'étranger pour les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, ils représentent pour ces pays à peu près 4,5% du PIB, qui est 2 fois supérieur à l'investissement direct étranger dans ces pays et qui est largement supérieur à l'aide au développement qui est aux alentours un peu, et qui dépasse un peu le 1%. Donc il ne faut pas compter sur l'aide. L'aide, elle est importante, mais il faut aussi penser à des stratégies internes. Les pays aussi dans cette crise, ils doivent agir à leur niveau et essayer de... Et là, l'expérience du Maroc est aussi parlante dans ce sens et on voit comment la création du fonds de coronavirus pour la gestion des crises a été important pour gérer les aspects à la fois sociaux et économiques de cette crise. Est-ce qu'une approche continentale n'est pas à envisager aussi? Oui, en fait, bien sûr, une approche continentale peut donner lieu à de bons résultats et pour réduire en fait la dépendance des pays en développement à des pays développés. Donc ça peut être bon dans ce sens. Alors, je vais terminer avec vous par l'essentiel, c'est l'alimentation. Est-ce que, en parlant de récession, nous parlons de baisse des PIB, mais qu'en est-il de cette question primordiale et vitale qu'est la sécurité alimentaire en Afrique post-Covid? Donc, en fait, la sécurité alimentaire, c'est une question très, très importante et je pense qu'en plus de ces tensions, déjà, donc l'impact de cette crise coronavirus sur l'économie mondiale, il ne faut pas qu'à cela s'ajoutent des tensions commerciales et notamment dans les exportations des denrées alimentaires qui peuvent être néfastes pour des pays qui en dépendent beaucoup donc, de ces importations. Donc il faut éviter au maximum d'ajouter à cela des tensions commerciales. Merci qui vont beaucoup. aggraver la situation. Merci Hamza Saoudi, économiste au Policy Center for the New South, d'avoir répondu à nos questions.
Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec l'émission via le hashtag Questions Écho. Rendez-vous demain à 21h05 sur Médien TV pour un nouveau numéro de Questions Écho. D'ici là, prenez bien soin de vous.